Je vais vous demander d'accueillir la modératrice de ce panel, Dounia Boumehdi, directrice générale de M&F Ventures. Et donc, ça va Dounia? Super. Tiens, tu as un micro, je te le donne. Donc je te laisse la main, même principe. Toi, tu as un peu plus de temps parce que tu as une personne en plus. Ouais, voilà, et ça s'affiche là. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis très heureuse d'animer ce dernier panel qui est dédié à l'état des lieux du capital risque au Maroc. Et donc, je suis accompagnée dans ce panel par des confrères et consoeurs du VC qui sont à la tête de fonds qui opèrent tant localement qu'à l'international. Donc, j'appelle pour me rejoindre Madame Meriem Zahiri, Managing Partner de MTech Ventures VC. Madame Zineb Slaoui, directrice investissement d'Azur Innovation. Monsieur Yassine Souhel, directeur investissement de Mada Ventures. Monsieur Rachid Bourza, directeur VC au sein de Tamwilcom. Et Naoufel Fassifihri, directeur délégué de 212 Founders. Donc pour débuter ce panel et pour mettre un peu les choses dans leur contexte, donc si on parle aujourd'hui de venture capital, c'est parce que c'est devenu vraiment un indicateur structurant des écosystèmes d'innovation. Et à ce titre, le Maroc, comme vous le savez, a réalisé une nette croissance, comme ça a été rappelé d'ailleurs tout à l'heure, et par rapport aux autres maillons du capital investissement où la croissance était significative. Le capital risque n'a pas été cette fois-ci le maillon pauvre de cette chaîne de financement, mais il a eu aussi sa part du gâteau avec des croissances assez importantes. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres de l'AMIC, donc on parle d'une contribution de 8% en termes de valeur et de 42% en termes de nombre de deals, avec un nombre d'actes d'investissement qui avoisine les 160 actes d'investissement. Donc on est clairement dans une avancée certaine. Et cette avancée est due à la combinaison de plusieurs leviers. Donc, le premier a été le rôle structurant de dispositifs publics, notamment comme ceux de Tamwilcom, l'émergence de programmes d'accélération nationaux et panafricains, la montée en puissance des fonds locaux, parce qu'on l'observe aujourd'hui, on a une activité très appréciée sur la scène du VC, que ce soit en taille de tickets d'investissement qu'en nombre de deals, avec un engagement qui est très renforcé des entrepreneurs de la diaspora et un intérêt très accru des investisseurs internationaux pour la place marocaine. Bon, bien sûr, tout ça étant, il y a bien sûr des défis à relever et une place à consolider. Donc il y a beaucoup de challenges qu'on abordera aujourd'hui avec mes collègues, que ce soit sur l'accès au financement, sur la qualité du deal flow, sur la taille du ticket. Enfin, autant de sujets que j'espère on aura l'occasion d'aborder. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un franc-parler pour cette session, avec des pistes concrètes pour améliorer et accélérer la trajectoire du capital risque. Donc sans plus tarder, je m'oriente vers Zineb Slaoui pour avoir une première appréciation de l'évolution du paysage VC au Maroc et avoir ton retour par rapport à cette dynamique-là qui a été installée. Très bien, donc merci beaucoup Dounia pour cette opportunité. Donc effectivement, le paysage du VC au Maroc est en pleine structuration. On parle d'une base qui est assez jeune. Pour ma part, j'ai eu la chance de côtoyer ce secteur de près en 2012, où il y avait très très peu de fonds d'investissement, si ce n'est il n'y en avait pas, et dans un CVC marocain. On a vu l'accélération ces dernières années avec l'émergence de fonds d'investissement. On est au nombre de 10 aujourd'hui, des fonds d'investissement internationaux qui s'intéressent
à notre écosystème. On le voit avec le GITEX entre les différentes années, de plus en plus de fonds qui sont intéressés donc, par notre écosystème et par créer des ponts avec des fonds VC locaux qui ont cette connaissance du marché. On a la chance aujourd'hui au Maroc de se positionner stratégiquement entre l'Europe, la région MENA et l'Afrique du Sud, des talents qualifiés qui sont souvent attirés ou plutôt sourcés par des startups ou par des grandes entreprises étrangères. On a également une maturité de ces entrepreneurs-là, que ce soit locaux ou aussi une valeur ajoutée qui est apportée par les fondateurs qui ont eu la chance de pouvoir aller faire un petit bout de chemin à l'étranger. Et enfin, la diaspora marocaine qui est en force aujourd'hui et qui est ravie de pouvoir contribuer à notre écosystème. Et, merci Zineb. Et là, je me retourne vers Si Rachid, directeur du Venture Capital au sein de Tamwilcom. Pour compléter un peu la vision qui a été donnée par Zineb, vous avez été à l'initiative du programme Innovinvest en 2017, qui a été lancé en collaboration avec tous les acteurs de l'écosystème. Donc aujourd'hui, en 2025, je pense que vous avez le recul nécessaire pour nous donner quand même une appréciation de ce qui a été fait ou fait correctement ou pas bien fait, ou les ajustements que vous avez opérés depuis. Et on aimerait bien vous entendre sur cet aspect-là. Merci Dunia, bonjour à vous tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour partager notre expérience au niveau de Tamwilcom en matière de financement des startups et d'appui à l'écosystème. Je rappelle que Tamwilcom est une institution financière publique. Son rôle, c'est d'apporter des solutions de financement pour faciliter l'accès à la très petite et moyenne entreprise, mais également aux startups. Donc ces interventions s'inscrivent dans une politique publique de promotion de l'entrepreneuriat et d'inclusion financière. En ce qui concerne le fonds Innovinvest, effectivement, c'est une initiative publique qui a été initiée par le ministère des Finances avec l'appui de la Banque mondiale. Nous l'avons lancé en 2017 pour répondre à une problématique majeure au niveau du compartiment risque-amorçage, où il y avait peu d'acteurs. Et l'objectif à cette époque était donc de remplir ce vide en structurant des fonds d'amorçage et de capital risque dans le cadre de partenariats publics-privés. Et la question qui s'opposait également à cette époque, comment assurer un deal flow de qualité et continu pour permettre aux sociétés de gestion qui seront chargées de gérer ces fonds structurés dans le cadre du dispositif F2I, d'où donc l'idée de travailler en amont avec des structures d'accompagnement qui ont déployé des programmes d'accompagnement, plus de distribuer des financements dans le cadre du fonds Innovinvest, qui apporte un continuum de financement depuis le prototypage jusqu'au lancement sur le marché. Et grâce au travail qui a été fait par les structures partenaires, nous avons accompagné plus de 460 startups. Et ces startups ont servi de deal flow pour les fonds qui sont partenaires dans le cadre du dispositif F2I et également d'autres acteurs au niveau de l'écosystème. Parmi les autres interventions du fonds Innovinvest, c'est de structurer des fonds publics-privés. Aujourd'hui, nous avons 4 fonds VC d'une taille globale de plus de 1,1 milliard de dirhams, avec un effet de levier de plus de 3,5, c'est-à-dire un dirham qui a été injecté par Tamwilcom a permis de mobiliser près de 3,5 dirhams auprès d'investisseurs, dont un dirham auprès des FIs. Merci, Sir Rachid. Pour compléter peut-être cette approche-là, j'aimerais bien me diriger vers Meriem Zaheli pour avoir une appréciation de la place marocaine par rapport à d'autres places africaines similaires et avoir ton retour par rapport au positionnement du Maroc dans cet écosystème-là un peu plus régional. Merci beaucoup, Dunia. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager un petit peu l'expérience d'Emtech dans cette industrie de VC, qui est encore une fois une industrie naissante. Nous, on a connu le jour, en fait, grâce à un programme Innovinvest, puisqu'on a commencé à opérer en 2018.
Et au moment où on a commencé à opérer, on a designé ce fonds-là, on l'a appelé un Demonstration Fund. Au même titre que n'importe quelle start-up, on était en train de faire notre MVP pour comprendre comment est-ce qu'un fonds VC pouvait exister, marocain, pouvait exister dans cet univers africain qui était déjà très, très compétitif. Et les constats étaient toujours d'année en année les mêmes, à savoir, le Maroc est la 5e économie africaine, mais on était un petit nain à l'échelle africaine, dès qu'on parlait de VC et de fonds levés, et on faisait systématiquement le constat de manière assez frustrante, même si on voyait tout le potentiel qui va avec. Et ce qui est important à préciser, c'est qu'une fois qu'on fait le benchmark et qu'on essaie de comprendre quels sont les drivers un petit peu et les dynamiques des différents marchés, vous avez les Big Four en fait, donc l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique de l'Est avec le Kenya en tête, et puis l'Afrique du Sud et les pays satellites autour d'Afrique du Sud au sens le plus large possible. Ces pays, quand vous regardez, il y a 2 drivers importants. Le premier, c'est que ce sont des populations qui sont très très larges. Donc c'est plus de 100 millions d'habitants. Donc il y a une vraie profondeur de marché. En termes de marché domestique, je veux dire. Donc ça, c'est la première des choses. Ou dans le cas kényan, on est dans plutôt dans une intégration économique régionale qui fait que ce n'est pas le Kenya tout seul, mais toute l'Afrique de l'Est. Quand vous comparez ça avec le Maroc, ça reste un marché plutôt petit, relativement domestique, et puis surtout au sein de l'une des régions économiques régionales, économiquement les moins intégrées au monde. Donc on ne remplissait pas cette case-là. Et le deuxième driver qui est très très important et qu'on avait identifié quand on fait le benchmark, c'est que ces marchés-là, au-delà d'avoir une profondeur de marché domestique ou de marché régional, dans le cas du Kenya, ont un marché qui est particulièrement dérégulé. Je rappelle que 60% des levées de fonds en Afrique, c'est de la fintech. Donc quand on est dans un marché extrêmement régulé, bon ça c'est plus et c'est moins, après il y a la stabilité macroéconomique qui va avec, mais quand on est dans un marché extrêmement régulé, il faut se rendre compte qu'on laisse passer 60% des levées de fonds en Afrique. Donc déjà, on ne joue pas sur 60% de ce qui se lève en Afrique. Donc ces 2 constats-là font que ça peut paraître un peu désolant du premier coup d'œil, mais ça permet aussi de développer une ADN et une approche différenciante du Maroc. Parce que ce qui peut sembler être comme étant nos faiblesses, à savoir un marché peut-être domestique pas assez profond, veut dire que tout simplement notre marché est un marché plus B2B parce qu'on a une force de corporate qui est très très fort, qui sont capables d'aller à l'international et notamment vers l'Afrique. Et donc là-dessus, on peut jouer sur cette partie B2B. Donc on n'est peut-être pas un marché classique à l'africaine sur du B2C, mais on est plus sur du B2B. Le deuxième élément qui est important, c'est que cette régulation a aussi des points positifs, c'est que à l'échelle africaine, on est l'une des économies les plus stables en termes de macroéconomie, ce qui donne beaucoup d'avantages là-dessus. Et le troisième élément qui est important, c'est notre position géostratégique et l'orientation générale du pays en termes de stratégie et de vision. On a eu le nouveau modèle de développement, les stratégies, le fonds Mohamed VI, tout ça, ce sont des signaux extrêmement forts qui vont vers la promotion de notre industrie, du capital investissement de manière générale, mais du VC en particulier, puisqu'on parle innovation technologique qui est l'enjeu majeur géopolitique sur les prochaines années, qu'on est déjà en train de vivre. Et ben, on a aussi les talents. Et ça, que ce soit les talents locaux ou la diaspora, et chaque fois que je parle avec mes collègues du private equity, je leur dis il y a toujours un enjeu de pipeline chez vous. Nous, on a un pipeline qui se renouvelle de manière constante. Je n'ai pas besoin de 10 ans pour avoir une PME. Et là, on a du talent de qualité, formés dans les meilleures universités, dans les meilleures écoles à l'international, et qui sont capables de développer des véritables ventures très haute technologie et qui peuvent apporter beaucoup pour le pays et la région. Merci Myriam. Bon, moi, je rebondirai sur cet aspect-là de diaspora et je me retourne vers Naoufal parce que je sais que c'est un élément qui est assez important dans vos stratégies d'investissement et qu'il y a eu même une revue de cette stratégie-là pour répondre au mieux aux besoins de ces entrepreneurs de la diaspora. Donc j'aimerais bien avoir ton appréciation par rapport à la qualité du deal flow actuel et comment la diaspora est intégrée dans vos stratégies d'investissement. Merci Dounia.
Donc effectivement, pour nous, la stratégie diaspora, on l'a testé il y a quelques années de ça déjà, où on a remarqué que la diaspora, elle a vraiment un atout stratégique très fort. Donc non seulement cette double culture aujourd'hui qui permet donc d'avoir différents avis et différentes expertises, et donc ramener cette expertise et la tester au Maroc. Et là également, on a remarqué qu'elle a une facilité de levée beaucoup plus de levée de fonds, beaucoup plus importante, et donc ça lui permet d'avoir des financements plus importants et donc de pouvoir venir le déployer au Maroc. Et donc, c'est pour ça que depuis un moment, en fait, on a démarré cette stratégie d'inclure la diaspora dans notre deal flow. Et donc, aujourd'hui, on source via notre participation. Donc, on est présent à la station F à Paris et donc via les campus, mais également via un réseau de VC partenaires pour sourcer cette diaspora qui a, comme je disais tout à l'heure, un ancrage très fort pour le Maroc. Et ils ont cette fibre patriotique qu'ils veulent donner pour le Maroc. Et donc, on arrive à les drainer et à leur vendre le Maroc. Parce que quand même, comme disait tout à l'heure Myriam, nous avons plein d'atouts, que ce soit le positionnement, les talents, et c'est très très important. Mais également, il y a des faiblesses. Donc, qu'il faut aussi en discuter. Alors, avant les faiblesses, donc je voulais juste aussi apporter une petite clarification, pas une petite clarification, je veux dire, sur la diaspora, aujourd'hui, on a, dans le cadre du 212, notre vision, on a deux offres. Une qui s'appelle Expand 212, qui est destinée aux startups marocaines qui sont en phase d'accélération à l'international. Donc, on les accompagne à s'internationaliser et à pouvoir les accompagner dans cette internationalisation, compte tenu que le marché marocain est petit. Et donc, il faut, dès le début, et c'est ce qu'on a remarqué aujourd'hui chez nos entrepreneurs, c'est qu'ils ont cette vision globale from day one. Ce qui a aussi, vu les atouts du Maroc, on a aussi remarqué qu'il y avait un appétit très fort par les startups internationales qui considèrent le Maroc comme hub et porte d'entrée pour l'Afrique. Donc, on a une offre dédiée à cette catégorie-là, donc HQ pour Headquarter 212, qui cible ces startups internationales pour les ramener au Maroc et s'implanter et créer cet impact et ce transfert de savoir-faire. Maintenant, pour les faiblesses, je ne sais pas si on en discute de suite. Ou... Je veux juste, par contre, entendre Yassine sur cet aspect-là de diaspora. Donc, Mada Ventures est un fonds panafricain. Donc, inéluctablement, il y a des ajustements qui sont faits pour répondre à ces besoins de la diaspora. Vous investissez également au Maroc et en Afrique. Si on peut avoir un mot sur vos stratégies d'investissement, et est-ce que la diaspora est un vrai sujet pour vous en termes de vivier de start-up que vous investissez aujourd'hui ? Merci Dounia. Bonjour à tous. Donc effectivement, en ce qui concerne Almada Ventures, on a un positionnement qui est panafricain, qui est même potentiellement plus large que panafricain. C'est-à-dire que notre thèse, on l'a définie par de la création de valeur en Afrique. C'est-à-dire qu'on va investir dans n'importe quel entrepreneur, ou enfin, des entrepreneurs qui cochent les cases, en tout cas par rapport aux thématiques et aux thèses d'investissement qu'on est en train de cibler, à partir du moment où il y a un potentiel de création de valeur en Afrique. Et la création de valeur en Afrique, elle peut passer par plusieurs choses. Elle peut passer par un entrepreneur, un fondateur issu de la diaspora qui veut créer un hub opérationnel, un hub technologique au Maroc ou dans un autre pays africain. Ça peut passer par un investissement comme un investissement récent qu'on a réalisé au UK, Supercritical, qui est un fabricant d'électrolyseurs, mais avec une optique de l'amener au Maroc dans le cadre d'un potentiel projet pilote sur un site d'électrolyse à destination de la production d'hydrogène vert. Et ça peut passer effectivement par l'investissement dans des sociétés qui sont opérationnelles en Afrique sur des thématiques qui sont encore une fois en phase avec nos thèses d'investissement. Donc effectivement, en ce qui nous concerne Almada Ventures, on a une thèse qui est assez large, donc qui est assez, certes, panafricaine, mais qui peut être aussi internationale sur un certain nombre de thématiques, et ce qui rend le sujet traitement du deal flow, enfin, le sujet diaspora est un sujet important, mais en tout cas, nous, de notre prisme, on ne le voit pas comme une fin en soi ou comme un canal de sourcing plus privilégié que les autres, mais c'est vraiment un canal additionnel qu'on vient leverager, justement pour avoir un mix de deal flow et un mix à terme en ce qui concerne notre structure de portefeuille qui soit la plus diversifiée possible. Et là-dessus, je pense que c'est un sujet qui est traité par l'ensemble des acteurs dans l'écosystème marocain de façon diverse.
C'est-à-dire qu'on a de plus en plus maintenant, justement, avec les initiatives Fonds Mohamed VI, avec une émergence de plus en plus d'acteurs et de nouvelles sociétés de gestion, on va avoir une liquidité qui va s'injecter dans le marché, en tout cas dans l'écosystème marocain. On abordera ce sujet-là aussi dans un second temps. Et j'y reviendrai, mais surtout, on aura aussi de plus en plus de sociétés de gestion qui ne peuvent pas se cantonner. Certes, c'est très important d'avoir un rôle écosystémique au Maroc et de peser sur la dynamique du marché marocain. Et on voit qu'on est sur une très bonne dynamique. On est maintenant 5e ou 6e selon les rapports en ce qui concerne les pays qui ont levé le plus de fonds VC. Certes, on a encore des outliers dans ces statistiques-là, mais en tout cas, la dynamique va dans le bon sens. Mais vu l'argent qui est injecté dans l'écosystème marocain, il nous semble que c'est un réel enjeu pour les sociétés de gestion marocaines, pour les investisseurs marocains, d'aller s'internationaliser aussi et de tirer les best practices qui sont réalisées en Égypte, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, dans d'autres géographies, pour justement aller chercher plus de diversification pour les LP, aller chercher de meilleures pratiques, ou en tout cas des pratiques qui sont en ligne avec les meilleurs standards de marché, et éventuellement créer les ponts pour ces sociétés-là, pour les faire venir au Maroc, éventuellement dans un contexte stratégique justement de bridger sur les efforts commerciaux. Et en tout cas, c'est ce prisme-là via lequel nous, on essaie d'aborder notre deal flow. Donc, essayer d'identifier des thèses d'investissement qui sont les plus précises possibles, justement pour venir réduire le champ du possible, parce qu'on est quand même sur plus d'une cinquantaine de pays et donc on ne peut pas être partout. Donc, venir vraiment préciser le champ d'intervention d'un point de vue thématique, et là, on peut créer le plus de valeur. Et derrière, selon notre positionnement, nous, on a un fonds disant seed à série B, donc on ne va pas avoir le même comportement selon si on va aller chasser du seed ou selon si on va aller identifier des opportunités en série A ou en série B. Et c'est là-dessus où on essaie vraiment d'investir le plus chez nous, c'est-à-dire une logique la plus data-driven en ce qui concerne les opportunités seed, vraiment une logique où un fonds VC qui investit en tech ne peut pas ne pas être tech-driven. Et donc sur les opportunités seed, quand on a un champ du possible qui est aussi large, il faut aller chercher à capter des signaux, il faut mettre en place des outils, il faut mettre en place des CRM, il faut mettre en place des outils d'intelligence artificielle limite pour aller essayer de capter de la donnée non structurée en Afrique. Et on sait que la donnée, c'est un enjeu majeur pour réaliser des investissements rationnels. Et en ce qui concerne les opportunités un peu plus late stage, série A, série B, même si in the grand scheme of things, ça reste early stage, mais malgré tout là-dessus, dans l'écosystème africain, c'est un peu plus late stage, on a peut-être un peu plus de data et plus d'indicateurs marché. Merci Yacine. Donc, moi, je note que la profondeur du deal flow est un sujet aujourd'hui sur l'écosystème marocain, avec l'arrivée de liquidités qui sont assez importantes, avec tout ce qui va s'enclencher avec le fonds Mohamed VI. Aujourd'hui, on parle d'une dizaine de sociétés de gestion. Là, on va peut-être arriver à quelque chose qui avoisine les 15, voire 20 nouvelles sociétés de gestion qui opèrent sur ce segment-là. Moi, je voudrais par contre, avant de passer à ce sujet-là, revenir un peu sur la spécificité de cet écosystème-là et vous challenger un peu sur les différents freins que l'on peut relever. Et on l'a très souvent entendu, l'un des premiers freins, c'est bien sûr le cadre réglementaire et fiscal. Donc le cadre réglementaire est assez flou, il n'est pas bien encore établi, notamment sur des sujets de pointe comme que ce soit la définition de la start-up. On a une fiscalité encore qui n'est pas totalement adapté aux startups et qui peut freiner le développement de nos startups par rapport à ce sujet-là. Et par rapport à ces deux aspects-là, je me tourne vers Meriem Zahedi pour savoir quelle est ton appréciation aujourd'hui du cadre réglementaire et fiscal au vu de toute cette dynamique-là qui est enclenchée, de l'arrivée du fonds Mohamed VI. Quels sont les ajustements qui peuvent être faits à ce niveau-là pour évoluer dans un écosystème plus ou moins optimal? En fait, il faut commencer par dire qu'on vient de loin. Donc, de très loin. Et prendre un moment pour célébrer tout ce qui a été fait, parce qu'on ne prend pas assez le temps de célébrer, je suis la première, mais on passe beaucoup de temps à s'attaquer au challenge qui suit, mais pas prendre le temps de dire, c'est déjà ça qui a été réalisé. On a effectivement aujourd'hui un cadre et un framework qui est compétitif en termes juridiques, je le précise, l'OPCC qui est très compétitif et qui est compliant avec les meilleurs standards internationaux. Donc de ce côté-là, on n'a aucun problème.
La réalité est un peu plus compliquée. Je pense que les panels de ce matin l'ont précisé sous plusieurs sujets. La TVA sur les frais de gestion est un enjeu majeur sur lequel il faut qu'on se mette aux normes internationales. On ne peut pas être une destination d'investissement et d'accueil des investissements si on n'est pas capable d'être aux mêmes normes internationales. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le cadre réglementaire qui est critique. Et je parlais du fintech, on peut parler d'autres thématiques comme la mobilité. Donc il y a beaucoup de secteurs sur lesquels ce qu'on demande, ce n'est pas une dérégulation sauvage, ce qu'on demande, c'est des sandbox. C'est la capacité d'expérimenter, c'est de la capacité de démontrer que ça apporte de l'additionnalité et de la valeur à des secteurs qui sont peut-être déjà très très forts, mais sur lesquels on peut leur donner de la compétitivité, parce que la compétitivité passe par la technologie aujourd'hui et qu'il ne faut pas rater ce coche-là. Donc le troisième sujet, j'allais dire, c'est aussi le sujet des instruments. Aujourd'hui, on en a parlé aussi, Hassan ce matin, merci d'avoir mentionné et insisté sur le sujet des safes, mais ce n'est qu'un sujet parmi d'autres. Il faut qu'on soit en mesure d'être... il faut qu'on soit safe dans les instruments qu'on puisse utiliser. Donc il y a effectivement ce sujet-là. Quatrième élément qui est important, c'est la structuration des startups. On l'oublie souvent. La problématique de structuration de start-up a été pour celles qui souhaitent faire le flip vers l'international, parce que, il faut le dire, la structuration des start-up, contrairement aux PME, se fait à l'international. L'enjeu de liquidité se fait à l'international. Les levées subséquentes se font à l'international. Aucun investisseur ne viendra mettre son argent au Maroc, parce que c'est la pratique tout simplement. Donc soit on sort du marché, soit on s'adapte. Pour ces entrepreneurs-là qui sont fait le choix de venir au Maroc, d'implanter leur société au Maroc, ils ont eu la porte qui a été ouverte par l'Office d'échange et la circulaire de l'Office d'échange en 2022, mais malheureusement, ce n'est pas clair au niveau fiscal. Ce n'est même pas du tout clair au niveau fiscal. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre d'axes d'amélioration qui font qu'avec l'arrivée de DFI sur ces outils-là ou ces instruments d'investissement comme les OPCC par exemple, avec cette initiative du fonds Mohamed VI, il faut que notre voix porte un petit peu plus, tout simplement, et qu'on soit en mesure. On n'a pas le temps forcément d'attendre des cycles très longs, donc il faut qu'on soit un petit peu plus innovant, un peu plus agile, pour être en mesure de saisir un momentum qui, je pense, n'a jamais été aussi favorable pour le Maroc. Donc, si on n'est pas capable de cocher les cases, on risque de rater encore une fois le coche, et ça serait vraiment dommage. Pas uniquement pour nous, mais pour tous ces talents marocains dont on n'aura pas été en mesure de saisir l'opportunité et la création de valeur et d'emplois. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est l'enjeu critique de notre pays aujourd'hui. Maintenant, et ça se joue maintenant sur ces points-là qui sont majeurs. Alors, au-delà de ces freins-là qui se situent sur le cadre réglementaire et fiscal, aujourd'hui, l'argent n'est plus un sujet. Je pense qu'il y a assez d'argent sur le marché pour financer les startups qui arrivent. La question que je me pose aujourd'hui, c'est surtout par rapport au second round et troisième round, pour voir s'il y a ce continuum de financement que l'on recherche tous et comment faire le bridge vers des fonds PI pour assurer des seconds rounds. Et je pense que ça a été dit tout à l'heure aujourd'hui à travers ce qui a été ressorti sur l'étude de l'AMIC. En fait, on a un désert entre les 20 et les 100 millions de dirhams. Et je pense que c'est ces fonds intermédiaires qui vont peut-être venir combler cet espace-là. Mais on a également besoin de faire des relais et des bridges avec des fonds PI, qui aujourd'hui, c'est vrai, ne nous regardent pas nécessairement. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour installer ces ponts-là? Et c'est une question que j'adresse à Naufel. Merci Dunia. Effectivement, cette problématique, aujourd'hui, on doit sortir de la logique d'amorçage. Parce qu'aujourd'hui, la start-up, donc ce n'est pas les idées qui manquent, il y en a pas mal, mais qu'est-ce qui se passe après? Donc, en fait, il faut vraiment qu'on sorte de cette idée et de cette logique d'amorçage. Et donc, finalement, la continuité, le continuum de financement est aujourd'hui la clé pour la réussite de toute start-up qui débute. Et sans bridge et co-investissement
conséquent, en fait, pour continuer cette croissance de la start-up, en fait, aujourd'hui, on perd toute la valeur qu'une start-up peut vraiment avoir. Et donc, c'est ce qui, aujourd'hui, il faut qu'on encourage. Et comme tu as dit tout à l'heure, donc ça se prépare. Donc, on essaie de construire des passerelles et des ponts entre les fonds classiques qui ont l'habitude, parce qu'aujourd'hui, in fine, ce que la start-up va devenir, c'est des PME. Et donc, on prépare ces startups, il faut les faire grandir pour qu'on puisse passer le relais et qu'elles deviennent des PME et des GE. Et ça ne peut se faire qu'à travers des collaborations de VCPI. Donc on en est conscient et on encourage les pays à commencer à considérer le deal flow des startups comme étant des futurs PME qu'ils vont également accompagner et accélérer. Merci Naufel. Alors, je voudrais également m'attarder sur un point qui est important, parce que là, aujourd'hui, on est dans la conférence annuelle, donc on lève de l'argent, on investit, mais le sujet aussi, c'est de faire des exits par rapport à nos investissements. Et je pense que sur le VC, c'est une vraie problématique. C'est assurer la liquidité, permettre aux fonds existants de faire leur sortie et d'éventuellement de faire des TRI intéressants. Moi, j'aimerais avoir l'avis de Meriem et puis après certainement de Yacine sur cet aspect-là de liquidité. Comment se porte la liquidité du VC au Maroc? Parce qu'aujourd'hui, les sorties, elles sont faites généralement soit vers des autres fonds qui viennent rejoindre le tour de table. On fait vers les fondateurs aussi, c'est des sorties que l'on envisage. Bon, très peu en IPO sur la bourse. Donc, quelle est l'appréciation aujourd'hui ça fait quand même une dizaine d'années que l'on opère, et on a besoin d'avoir cette assurance sur ces aspects de liquidité par rapport aux nouveaux investisseurs également qui rejoignent l'initiative Mohamed VI ou autres ou de nouveaux fonds. Donc, Meriem, si tu peux nous faire ton retour par rapport à cet aspect-là. Nous, on est rentré dans la phase concrètement où c'est l'enjeu numéro 1 pour nous, parce que nous avons fini notre période d'investissement l'année dernière, et donc là, on est rentré dans notre première année de désinvestissement. Et c'est un enjeu de liquidité qui est critique, pas à l'échelle uniquement marocaine, hein. On est à l'échelle continentale, l'enjeu est exactement le même. Je pense qu'il y a deux problématiques auxquelles on a dû faire face et que j'aimerais partager avec vous, qui peuvent peut-être éclairer l'enjeu de liquidité. La première problématique, c'est une industrie naissante, et il faut le rappeler. C'est-à-dire quoi, une industrie naissante? C'est-à-dire que les startups qu'on a dû financer dans notre premier cycle n'ont pas été des fois suffisamment financées pour pouvoir avoir le roadmap et l'ambition nécessaire pour arriver à des niveaux où on peut envisager les rounds qui suivent. Et donc les cycles de développement sont des cycles beaucoup plus longs, parce que le moteur, l'accélérateur financement n'était pas optimisé dans le cas de cette première génération de fonds. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut tenir compte. Et deux, encore une fois, on a évolué dans un environnement qui était naissant, c'est-à-dire en termes réglementaires, en termes aussi de sensibilité des corporates, des principaux donneurs d'ordre. Moi, je vois encore mes discussions tout début, en 2017-2018, on me parlait encore de start-up, on ne me parlait pas de start-up. Donc il y a vraiment tout un effort de pédagogie, d'explication, pas uniquement au secteur public, mais également au secteur privé, pour donner la chance en fait à ces start-up-là pour qu'elles puissent évoluer. Et puis, donc, du coup, le cycle est un petit peu plus lent. Et puis, le troisième élément, c'est qu'il y avait très peu d'acteurs, en fait, qui regardaient le marché, et le marché n'était pas encore... il n'avait pas la lumière nécessaire. Maintenant qu'on est dans une phase de désinvestissement, ce que je vois qui sont les entreprises qui, à mon sens, ont le plus de capacité d'investissement, de désinvestissement, et qui vont arriver, Inch'Allah, dans les mois à venir, qu'on pourra annoncer, c'est clairement des entreprises qui ont des actifs technologiques solides. Je ne pense pas qu'on est sur le game de la licorne avec la série A, B, C, D, et on va à l'IPO. Ce n'est pas notre game, à mon sens. Maintenant, c'est notre vision et notre stratégie. Je pense qu'on investit, on investit dans des actifs technologiques stratégiques pour des acheteurs industriels
qui vont pouvoir racheter et intégrer cette technologie qui devient critique pour leur compétitivité. Et aujourd'hui, les entreprises de mon portefeuille qui sont les plus demandées, sur lesquelles l'enjeu de liquidité n'est pas un enjeu critique, ce sont toutes celles qui ont cet avantage compétitif et qui font qu'aujourd'hui, les industriels viennent les voir parce que la technologie devient la carte la plus importante que chacun souhaite avoir. Donc, et de ce côté-là, je pense que notre liquidité, avec l'arrivée bien sûr, et cette dynamisation du marché, hein, ça va de soi, va aussi apporter la mise en lumière hein, du marché marocain, parce que jusque-là, on était un petit nain un peu moche, donc là, on commence à devenir un petit peu plus beau. On travaille sur notre look, donc on a amélioré un peu le look, on est un peu plus sexy en ce moment, et donc du coup, ça permet aussi d'attirer d'autres investisseurs qui peuvent porter ces startups-là vers une autre dimension, leur ouvrir des marchés à l'international et apporter peut-être des fois des expertises verticales et aussi un savoir-faire qu'on est en cours d'acquisition, mais un savoir-faire de liquidité aussi, qui est très important et sur lequel on est en cours d'apprentissage. Et je pense que jusque-là, c'est un enjeu, mais un enjeu dont les perspectives sont plutôt positives à mon sens, du fait de la structure même de l'écosystème marocain start-up. C'est ça, surtout sa spécificité aujourd'hui et sa naissance, pas son manque de maturité, mais on n'a pas beaucoup de track record à notre actif. Peut-être un complément d'information, Yacine, sur ce sujet-là de liquidité, si tu le souhaites, avec des éléments nouveaux par rapport à ce qu'a dit Meriem. Effectivement, j'abonde dans le sens de ce qu'a partagé Meriem. La liquidité, c'est un enjeu, ayant été dans ce métier en Europe déjà avant de venir au Maroc, c'est un enjeu global en ce qui concerne l'industrie du VC. Même en Europe, la sortie médiane pour une start-up qui est VC-backed, la dernière fois que j'ai vérifié, elle est à peu près de 120 à 150 millions de dollars. Et donc, l'enjeu de liquidité, il est extrêmement important et je suis vraiment très en ligne avec ce que dit Meriem, dans le sens où il faut qu'on conçoive notre industrie du VC. Et notre industrie du VC, on n'est pas à Palo Alto. On sait qu'on ne pourra pas effectivement être dans une logique, dans la majorité des cas, sauf à être dans des sociétés qui sont vraiment internationales dès le début, avec un actif technologique ultra différenciant, qui vont aller très vite aux États-Unis potentiellement, qui vont être exposés au marché international très vite. Mais on n'est pas encore, en tout cas, et ça prendra éventuellement du temps, dans une logique, on a un continuum d'investissement dans le VC qui nous fait aller dans une logique de croissance pendant plus de 5, 6, 7 ans sans regarder la bottom line. Et avec des acteurs qui peuvent venir en série A, en série B, en série C, en série T, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le stade de licorne et éventuellement aller sur l'IPO, etc., si on a la tech critique. Bref, on n'est pas encore à ce niveau de maturité. Et donc, la perception du métier du VC, elle doit être très spécifique à notre écosystème local. Et certaines choses ont été dites ce matin par rapport à la réflexion quant à l'exit au moment de l'investissement. Et effectivement, cette réflexion quant à l'exit au moment de l'investissement, il faut aussi la porter dans la façon d'accompagner les startups dans lesquelles on investit. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, pour vraiment simplifier au maximum, il y a deux types d'acteurs dans le VC. Il y a les acteurs plutôt conservateurs qui vont regarder à la virgule près, enfin qui viennent avec un ADN plutôt private equity, growth equity, qui vont vraiment aller dans le détail du détail des unit economics, c'est vraiment s'assurer que c'est une croissance pérenne. Et donc faire attention justement à comment on évolue la société d'une année après l'autre. Et ensuite, il y a un deuxième type qui est la croissance avant tout. Et c'est la croissance qui vient amener la capacité à ce qui vient optimiser les chances de la société pour aller lever le tour suivant. Et dans notre marché, il faut effectivement avoir un équilibre entre les deux. Et c'est-à-dire en même temps, il faut qu'on participe à l'émergence de champions internationaux, de champions régionaux à partir du Maroc, parce qu'on sait qu'on a le talent pour le faire. Mais il faut toujours être de bons conseils auprès des entrepreneurs, au board et dans l'accompagnement de ces entrepreneurs pour leur dire attention, en fait, si vous restez sur ce niveau de burn et avec ce niveau de croissance, en fait, votre série A, elle a à peu près 10% de chances d'aboutir. Et donc très vite, être dans une discussion avec les entrepreneurs de modifier potentiellement le profil de croissance pour être plus à même, pas forcément d'être sur une sortie potentielle
à plusieurs centaines de millions de dollars, d'euros, mais plutôt pour vraiment construire une TPME qui soit résiliente et qui puisse justement aller vers le private equity. Certes, ce ne sera pas la société qui va faire entre guillemets le TRI du fonds, le multiple du fonds, mais ça permettra de rendre l'argent aux investisseurs, de créer de la liquidité, tout en gardant l'optionnalité sur certains actifs qui peuvent ensuite exploser parce qu'ils cochent toutes les cases. Merci Yacine. Le temps passe extrêmement vite et je vois déjà Faisal qui regarde. Oui, c'est ça. Alors, peut-être que je ferai un dernier tour de table. Je pense que j'ai le temps, il me reste 2 minutes. Juste pour avoir un retour d'expérience de chacun de vous, en tenant compte de tous ces challenges-là qui ont été énumérés, de cette dynamique-là qui est installée, quel est l'apprentissage que vous en faites, quelles sont les adaptations qui sont effectuées sur vos stratégies d'investissement, et peut-être, si on a le temps, s'il y a vraiment un levier à activer au niveau des freins qu'on a cités, quel serait-il pour vraiment amorcer cette trajectoire et la consolider? Et cette première question, peut-être je le ferai de cette façon-là. Je commencerai par Naoufel. Vous choisissez 2 points chacun, pas plus. Oui, exactement. 2 points chacun et très rapidement. Alors, pour nous, je pense que l'argent, enfin pour le VC, l'argent ne suffit pas seul. Il faut obligatoirement et absolument un accompagnement opérationnel stratégique pour que la start-up puisse évoluer, numéro 1. Et 2, que nous sommes vraiment le VC marocain donc, apprend, c'est un effet d'entraînement, et que le premier exit, la première success story va ne faire que faire évoluer davantage l'écosystème VC marocain. Merci. Très rapide, n'est-ce pas, Faisal? Alors, si je devais choisir 2 points, je dirais le premier, c'est, en tout cas pour l'écosystème marocain et pour l'accélération de l'écosystème marocain, c'est un travail sur... je sais qu'on parle beaucoup de gap, série A, série B, etc., mais je continue à penser que là où on a le plus gros besoin aujourd'hui au Maroc, c'est dans le vivier de talents d'entrepreneurs qui sont potentiellement, enfin qui sont vraiment aux meilleures pratiques de marché, qui ont les codes qu'il faut pour aller parler à des VC internationaux. Et là-dessus, je pense on a beaucoup d'initiatives qui vont dans le bon sens, on a beaucoup d'acteurs publics, privés, d'accélérateurs, et ça va réellement dans le bon sens. Mais il faut aller encore plus loin dans l'émergence d'accélérateurs, de start-up studios, et vraiment ça commence probablement dans le milieu universitaire pour aller plus loin. Et je pense que je vais juste te demander d'aller plus vite peut-être ou de passer le relais à Rachid. Désolé, merci. Dernier point, je voudrais juste dire qu'il y a une dynamique constatée dans laquelle Tsemwilcom, à travers le fonds Innovinvest, a participé de façon active. Nous continuerons à soutenir cet écosystème avec notre positionnement assez particulier sur les maillons les plus risqués pour les startups, soutenir le travail qui est fait par les sociétés de gestion en travaillant en amont avec les structures d'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons 13 partenaires. Nous sommes également avec le ministère de la Transition numérique pour renforcer les structures d'accompagnement, justement pour apporter un deal flow pour permettre au fonds ici de travailler de façon soutenue. Merci beaucoup, Rachid. Je donne la parole à Zineb. Alors, un point qui nous tient particulièrement à cœur, je pense, chez Azur, c'est pouvoir créer un pont entre nos startups et le monde corpo, qui aujourd'hui ont du mal à pouvoir intégrer commercialement ces entreprises-là, alors qu'elles ont l'opportunité. On a pu le voir dans notre portefeuille, celles qui se sont battues auprès d'acteurs étrangers qui ont pu gagner cet appel d'offres, mais malheureusement, c'est un coup dans l'année. Et je pense que la scalabilité, pour pouvoir créer des champions régionaux, est importante. Donc, merci. Moi, je termine juste par une phrase. Think big, start small and scale. On a think big. L'ambition, on en a à revendre, il n'y a pas de problème sur l'industrie. On a commencé petit, on est encore petit, mais on est dans la phase scale. Et pour être en mesure de réussir cette phase scale, c'est la plus critique, il faut qu'on s'upgrade tous collectivement. Donc il y a un vrai enjeu d'upgrade pour être compétitif. Nous aussi, c'est un jeu qui se fait à l'échelle internationale. La bataille se fait sur des poches avec une allocation internationale. Donc à vous d'être le meilleur. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos éclairages.
pense qu'on est arrivé au bout. Merci Super. beaucoup, Dounia. Merci à vous. Mariam, tu n'as pas répondu sur la fiscalité. Vous répondez jamais sur la fiscalité. Allez, une photo. Alors, pendant qu'on fait la photo, je vous explique ce qui va se passer. On va prendre une petite pause café courte. Et ensuite, vous allez vous dispatcher en fonction des side events dans lesquels vous voulez, auxquels vous voulez assister. Ici, alors avant que vous partiez, ici, il y aura un keynote de 20 minutes avec Touahid Ch'tiwi sur l'intelligence artificielle. Ensuite, un fire chat avec Sowit et Cloudfret. Et salle, enfin, le side event GPs, LPs. Et salle Beau Séjour, vous avez le side event avec les advisors de Deloitte. Voilà, vous choisissez. Alors, une fois que tout ça sera fini, vous ne revenez pas ici. Il y aura un cocktail de clôture. Et puis, Hassan fera une synthèse très très brève des principaux points qu'il a entendus aujourd'hui. Ça ne durera pas une demi-heure ni 20 minutes. Ça sera vraiment des points qu'il aura, notamment au niveau du side event, GPs et LPs. Voilà, bon side event. Et puis, pour ceux qui sont avec moi ici, on se retrouve dans cette salle.